Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute d'RFI, Radio France Internationale en direct de Paris, il est 17h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Jeudi 19 mars, voici les titres de cette édition. La guerre au Moyen-Orient. 6 pays dont la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et le Japon prêts à s'unir pour sécuriser le détroit d'Ormuz afin que des bateaux chargés de pétrole et de gaz puissent le franchir sans être attaqués par l'Iran. Au sommaire aussi de cette édition, Vincent Bolloré, le milliardaire français jugé en décembre prochain à Paris pour corruption au Togo. Et puis un mot de football, la liste des joueurs de l'équipe de France retenue pour le mondial 2026 a été dévoilée cet après-midi et nous en parlerons juste après cette édition. Ces dernières heures, ces derniers jours, dans cette guerre au Moyen-Orient, ce sont les lieux, les usines où l'énergie est produite qui sont visées par des missiles. Des tirs israéliens ont notamment touché en Iran le champ gazier de South Pars. Depuis, une raffinerie de pétrole vient d'être frappée dans le nord d'Israël à Haïfa après des tirs de missiles iraniens. Alors toutes ces frappes contre des sites énergétiques ont des conséquences directes sur les prix du pétrole et du gaz. Exemple, le prix du baril de Brent grimpe cet après-midi de plus de 10% et celui du gaz européen de 35%. Économiquement aussi, en Iran, la vie au quotidien est difficile. Téhéran souffre énormément. L'approvisionnement devient compliqué, comme a pu le constater notre correspondant sur place, Siavash Ghazi. Les rues de Téhéran sont quasi désertes, les magasins fermés et ceux qui sont réouverts depuis plusieurs jours n'ont pas de clients. Une grande partie de la population a déjà quitté la capitale pour se mettre à l'abri et ceux qui sont restés préfèrent se terrer chez eux par peur des bombardements. Hossein, un commerçant dans un centre commercial, estime que cette situation ne peut pas durer longtemps. Il faut que les choses deviennent claires. Ça fait 6 mois que nous sommes dans une situation de ni paix ni guerre. Il n'y a pas de produits importés, les gens ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Il n'y a pas de calme. Je souhaite que les choses deviennent claires, qu'on arrive à une paix avec le reste du monde, qu'il y ait des réformes et que les gens puissent vivre ensemble en paix. L'économie est totalement à l'arrêt depuis le début de la guerre et beaucoup de gens n'ont plus de revenus, comme l'affirme Hessam, un vendeur dans un magasin. La situation est catastrophique. Après la guerre de 12 jours en juin dernier, il n'y a pas eu de retour à la stabilité. La situation est même devenue pire. Je crois que ça fait 25 jours qu'on n'a pas pu vendre de produits correctement. La guerre doit se terminer le plus vite possible, mais j'espère que cette fois-ci, elle se terminera bien, de sorte que les gens se sentent bien, parce que les gens ne vont pas bien du tout. À la veille du Nouvel An iranien, célébré le 20 mars, beaucoup de familles ont tout perdu, beaucoup vivent sur leurs économies, une situation qui ne peut pas durer longtemps. Siavash Ghazi, Téhéran, RFI. C'est dans ce contexte que la première ministre japonaise est à la Maison-Blanche. Sanae Takeshi est à Washington. Premier voyage aux États-Unis depuis sa large victoire aux dernières élections. Conséquence de la guerre au Moyen-Orient, Donald Trump demande l'aide de plusieurs pays, dont le Japon, pour sécuriser le détroit d'Ormuz. Alors juste avant cette rencontre prévue avec Donald Trump, je vous le disais, 6 pays, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas et le Japon, prêts à contribuer à sécuriser le détroit d'Ormuz afin que les bateaux puissent le franchir en toute sécurité. Reportage à présent au Japon. Pour comprendre les équipements militaires du pays, notre envoyé spécial s'est rendu sur l'île d'Okinawa, petite île qui regroupe 70% des bases militaires américaines dans l'archipel japonais. À 93 ans, Yoshika a gravé dans sa mémoire les centaines de milliers de morts de la terrible bataille d'Okinawa, le dernier grand affrontement de la Seconde Guerre mondiale. J'ai déjà vécu la guerre. Je ne veux plus jamais que ça arrive. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les gens habitent en paix ? 2200 marines sont partis de l'île pour le Moyen-Orient. La décision divise la population. Ce genre d'action pourrait nous être reproché ensuite. Je pense qu'il vaut mieux éviter tout cela pour vivre en paix.
Le nombre de soldats américains est très important ici. Nous avons environ 70% des troupes des États-Unis au Japon sur le territoire d'Okinawa. Donc même s'ils envoient des soldats, ce n'est pas grave. Je ne pense pas que cela aura un réel impact sur notre sécurité. L'USS Tripoli, un navire transportant hélicoptères et avions de chasse, a aussi quitté le Japon pour renforcer la présence des États-Unis dans le Golfe. Une alerte pour Yuji Fukumoto, secrétaire général d'une association qui refuse la construction d'une nouvelle base militaire américaine à Okinawa. Si l'Iran découvre que l'on a participé directement à la guerre, que les opérations sont menées à partir des bases à Okinawa ou avec des troupes qui sont parties d'Okinawa, alors les bases militaires américaines ici pourraient être prises pour cible comme celles qui le sont actuellement dans le Golfe. Attaché au pacifisme de son pays, il espère que la première ministre refusera à Donald Trump toute aide dans sa guerre en Iran. Nicolas Roca, Nara, RFI. 17h06 à Paris. Vincent Bolloré, rattrapé par ses affaires au Togo. Le milliardaire français doit être jugé en décembre prochain à Paris pour corruption d'agents publics au Togo dans l'affaire dite des ports africains. Les faits remontent à la campagne électorale de 2010 du président togolais Faure Gnassingbé. Une agence de publicité appartenant à Vincent Bolloré aurait notamment fourni de l'aide pour la campagne présidentielle de M. Gnassingbé à un prix sous-évalué. En échange, le président togolais aurait appuyé le prolongement de la durée de concession pour exploiter le port de Lomé. La politique en France, analysons à présent le jeu des alliances à droite avec vous, Raphaël Delvolvé. Bonjour. Bonjour. L'entre-deux-tours des élections municipales devait permettre au Rassemblement national, le parti d'extrême droite, de tester ce qu'on appelle son attractivité à droite. Autrement dit, dès le soir du premier tour, le patron du parti, Jordan Bardella, a tendu la main aux autres formations souhaitant former des alliances pour remporter un maximum de villes. Raphaël, forcé de constater que c'est un échec. Oui, il faut seulement les doigts d'une seule main pour compter les fameuses unions des droites ici et là, et encore, le terme est à manier avec précaution car jamais ces alliances ne sont scellées en bonne et due forme. Vous savez, comme cela se voit depuis quelques jours à gauche. Meilleur exemple dans le département de la Marne, dans la ville de Reims, où la candidate Rassemblement National a pour numéro 2 sur sa liste un désormais ancien membre du parti Les Républicains, car dès l'annonce de cette alliance scellée au niveau local, son parti a annoncé l'exclure. Même sentence, même punition rapidement prononcée par les Républicains dans une autre ville, une ville moyenne qui se nomme Brie-Comte-Robert en région parisienne. Sanction prononcée contre un membre fusionnant avec l'extrême droite pour battre la gauche dimanche prochain pour le second tour. Il faut ajouter 2 autres villes du sud-est de la France, Draguignan, où le Rassemblement national fusionne avec un candidat d'hiver droite, et Carpentras, où le candidat mariniste rallie 2 autres listes d'extrême droite. Voici donc un total de 4 alliances, et de surcroît limitées à des villes plutôt petites. Si le parti à la flamme, le surnom du Rassemblement national, progresse, et c'est indéniable, en augmentant de 5% son nombre de listes présentes au second tour par rapport aux élections de 2014, il reste isolé dans la dernière ligne droite. Et rendez-vous, Raphaël, ce dimanche soir pour une édition spéciale où le service politique d'RFI sera largement mobilisé. À dimanche, cher Adrien. Merci beaucoup. Un dernier mot dans l'actualité. Nous sommes dans l'océan Indien, loin d'Alunir. Les pieds sur terre, les Réunionnais assistent à l'éruption du piton de la Fournaise. Le volcan crache de la lave depuis le 13 février dernier. Alors, pas de dégâts majeurs à l'heure actuelle à signaler. En revanche, les autorités locales alertent face au comportement dangereux des curieux. De nombreuses personnes approchent pour assister au spectacle grandiose, mais la préfecture de la Réunion rappelle que des gaz toxiques s'échappent aussi du volcan et demande donc aux badauds de rester à distance. Ainsi se referme ce journal en français facile, où que vous soyez sur la planète. Merci à tous de l'avoir écouté. Demain, derrière ce micro, vous retrouverez Mathis Slimano pour une nouvelle édition du journal en français facile. RFI à Paris, il va être 17h10.